Mes chers camarades, bien le bonjour. Si je vous dis chevalerie, lance, armure, tournoi, le groupe de rock Queen, Chevalier Noir et Happy End, bon nombre d'entre vous vont avoir quelques images en tête, et pour moi, ces images, c'est celles du film Chevalier, sorti fin 2001 dans les salles obscures. Ouais, je sais, je commence à me faire vieux. Le film raconte une histoire simple, celle d'un homme idéaliste qui, à force de travail et de pas mal de chance, deviendra ce qu'il rêve d'être, un chevalier. La tête d'affiche, c'est Heath Ledger, qui a bien sûr incarné le Joker dans le film Batman, mais qui a aussi joué dans The Patriot, un film sur la guerre d'indépendance américaine qui est... on en reparlera une autre fois. Comme souvent pour les localisations, le titre français s'assoit avec plaisir sur l'intention du scénariste et transforme le choix original, A Knight's Tale, ou une histoire de chevalier, en un sobre, trop sobre chevalier. C'est un peu comme si Lord of the Rings s'était appelé en français l'Anneau. Dans un sens ça collait, mais on perdait quand même pas mal de sens. Enfin, on a quand même échappé à des joyeusetés comme Chevalier Academy ou encore Very Bad Night, donc on va pas se plaindre. Dans Chevalier, Heath Ledger incarne donc ce jeune idéaliste, William Thatcher, un londonien de basse extraction, fils de couvreur, c'est-à-dire un artisan qui construit et répare la toiture des bâtiments, devenu par le hasard du sort écuyer d'un chevalier errant. Suite à un malheureux concours de circonstances, à savoir la mort misérable de son protecteur au cours d'une compétition de joute, William va tenter sa chance. Il va prendre la place de son maître et commencer à participer à des compétitions martiales dans toute l'Europe du XIVe siècle pour acquérir gloire et fortune aux côtés de ses deux compagnons, Roland et Watt. Le groupe va peu à peu s'élargir au fur et à mesure de leur voyage, pour former une petite bande soudée. Fun fact, Roland est joué par Mark Addy, qui incarnera, bien des années plus tard, Robert Baratheon dans la série Game of Thrones. Avant toute chose, il faut signaler que le film, bien que traitant de l'histoire médiévale, il aborde sa narration de manière totalement décalée par rapport aux films habituels qui traitent du Moyen-Âge. On le voit notamment à travers le choix d'une bande-son assez moderne, à base de Queen et David Bowie, qui apporte un ton très léger et soutient une mise en scène très dynamique pour raconter son histoire. En gros, le film est vraiment efficace, il va vite, les scènes de joute sont hyper impressionnantes et les personnages sont tous bien traités, hormis quelques faiblesses. Mais malgré cet aspect très pop culture, Chevalier parle avant tout de Moyen-Âge. D'un Moyen-Âge simple, mais pourtant sur un ton plus subtil qu'on peut le penser. Et évidemment ça m'intéresse beaucoup parce que j'aime bien péter quelques clichés, y compris sur les films que j'aime bien. Surtout s'il s'agit de parler de Moyen-Âge et des outils utilisés pour le raconter. Alors je vous ai fait le pitch du film, maintenant parlons un peu du contexte historique et des personnages. Est-ce qu'il y a des vrais personnages dans Chevalier ou est-ce que tout est bidon par exemple? Eh ben on va le voir ensemble. Si on se penche un peu sur William, j'ai le regret de vous annoncer que malheureusement c'est un personnage de pure fiction. Mais... et le mais est quand même vachement important, il répond en fait à ce qu'on appelle un archétype de roman de chevalerie, à savoir un chevalier surdoué, mais un poil naïf. Si on veut trouver un bon parallèle dans la littérature médiévale, c'est le personnage de Perceval, qui est ce qu'on peut appeler le gros niais du roman de chevalerie. Perceval, dans le conte du Graal écrit par Chrétien de Troyes à la fin du XIIe siècle, il comprend rien à rien. Il est visiblement né pour être chevalier, mais il est tellement naïf qu'il foire ses quêtes, y compris celle du Graal, qui est pourtant à portée de main. Un exemple qui va très bien illustrer ce personnage dans cette littérature médiévale, c'est ce qu'il vient juste après son arrivée à la cour du roi Arthur. Dans des conditions assez abracadabrantesques, j'avais envie de dire ce mot, Perceval finit par arriver chez un vieux chevalier qui s'appelle Gornement, afin d'acquérir le savoir chevaleresque qui lui manque, soit à peu près tout. Et au cours d'une discussion, ce dernier lui demande « Mais dis donc, comment tu fais pour affronter tes adversaires ?» Et Perceval, tout content, lui explique qu'en règle générale, il se contente de lancer une javeline, c'est-à-dire une petite lance sur la cible, puis après ça, de lui sauter dessus et de la bourrer de coups de poing jusqu'à ce qu'elle meure ou demande grâce, ce qui est une méthode assez subtile. Inutile de vous dire que Gornement est un peu surpris, parce qu'il ne s'agit pas vraiment d'une manière très civilisée d'aborder la situation. Et il lui répond « Non, non, mon ami, surtout pas, vous devrez faire usage de l'escrime et de votre épée. Sous-entendu, il va falloir t'éduquer, mon bonhomme. » Et c'est exactement ce que raconte le film, l'éducation d'un chevalier, naïf, qui va devenir le plus grand de tous malgré le fait qu'à la base, ça ne soit qu'un bouseux. Revenons donc à William. Comme Perceval, il va apprendre tout au long de l'histoire les codes et règles qui régissent la chevalerie, depuis les arts martiaux jusqu'à la séduction d'une dame et la victoire sur un chevalier noir. Mais curieusement, son personnage reste relié par la narration à une figure historique bien moins anecdotique qu'il n'y paraît. En effet, au début du film, William n'est pas un noble. Pour avoir le droit de jouter et d'affronter d'autres aristocrates, il doit trouver une ruse. Et cette ruse, c'est une fausse identité.
Il se fait donc connaître comme un certain Ulrich von Liechtenstein qui serait originaire d'un pays nommé le Gelderland. En tant que spectateur du 21e siècle, vous vous dites sûrement ouais, le gars, bon, il a inventé un nom à la con, hein, de toute façon tout le monde va le griller, ils sont pas aussi naïfs que lui en face. Sauf que, bah non, en fait vous êtes plutôt loin de la vérité. D'abord parce que le Gelderland, eh bien, ça existe. Je dirais même plus à l'instar de Dupont. Et Dupont, il s'agit précisément d'une province des Pays-Bas qui existe encore aujourd'hui. Et je dirais même plus, comme je sais plus qui, que Ulrich von Liechtenstein, ce n'est pas du flan non plus. Il a bel et bien existé. Plus exactement, c'est un personnage du XIIIe siècle européen. Par contre, rien à voir avec les Pays-Bas. Le vrai Ulrich est né en Autriche plus de 100 ans avant l'histoire du film. Sénéchal puis maréchal du duc d'Autriche, c'est l'un des plus grands poètes allemands du XIIIe siècle et il est notamment passionné de littérature chevaleresque. Il écrit ainsi durant son existence plus d'une soixantaine d'œuvres liées à l'amour courtois. Ses poèmes sont d'ailleurs conservés dans le plus connu des recueils de poésie lyrique allemande, le Codex Manesse. La thématique de l'amour courtois est d'ailleurs un autre élément de l'apprentissage chevaleresque de William. Lorsqu'il rencontre et tombe sous le charme d'une dame de haut rang lors d'un tournoi, il fait preuve de la même maladresse et naïveté que dans sa technique de joute. Il n'est pas grossier, mais malhabile, et doit, tout comme son activité martiale, apprendre à bien se comporter. C'est cette dame, Jocelyne, qui va lui enseigner une autre façon de parler, de se comporter vis-à-vis des femmes. Tout comme William apprend à dominer son corps et à raffiner sa technique de joute tout au long du film, il apprend à dominer sa naïveté amoureuse et à se civiliser d'une certaine manière. On a donc un jeune idéaliste qui se fait passer pour un homonyme d'un grand poète chevalier passionné d'amour courtois, qui trouve peu à peu dans la maîtrise de cette discipline aristocratique un sens à sa vie. On peut y voir un simple hasard, hein, ou une déclaration d'intention du scénariste assez subtile, et c'est plutôt ce que je crois. Mais passons aux compagnons de William, puisqu'au sein du groupe, il y a un autre nom qui fait écho à un personnage célèbre, lui aussi lié à la littérature. Pendant le début de son voyage, le petit groupe rencontre un vagabond totalement nu, ruiné par une tendance au jeu de hasard. Il se présente sous le nom de Geoffrey Chaucer. Et Geoffrey Chaucer est un véritable auteur médiéval. Écrivant au XIVe siècle, considéré comme le plus grand poète de la littérature anglaise médiévale, Chaucer vit donc à la même époque que celle du film, ou en tout cas à celle à laquelle on pense qu'il se passe. Son œuvre la plus connue s'appelle Les Contes de Canterbury. Et pour vous la résumer, c'est un roman, l'un des premiers en langue anglaise, qui raconte le voyage de 29 pèlerins qui voyagent de Londres jusqu'à la tombe de Thomas Becket à Canterbury. Pendant le voyage, chaque pèlerin raconte à ses camarades 4 histoires, 2 à l'aller et 2 au retour, afin de gagner à la fin du voyage un repas gratuit et une nuit à l'auberge. Ça nous donne donc une série de 24 histoires très variées, chacune cherchant à adopter un mode de narration typique des cultures européennes. Pour l'anecdote, 2 personnages du film, les usuriers qui ont pris tout ce que Geoffrey possédait, y compris ses vêtements, sont directement inspirés des personnages des contes de Canterbury, à savoir le conte de l'huissier d'église et celui du vendeur d'indulgences. Et oui, le film cite et utilise avec intelligence un roman du XIVe siècle, ce qui est plutôt classe. Nous avons donc un archétype, le roman de chevalier. Un auteur de romans chevaleresques, Ulrich von Liechtenstein, et le plus grand romancier anglais médiéval et auteur de contes, Geoffrey Chaucer. À croire que le scénariste avait quand même une petite idée derrière la tête. Bien que le film soit une fiction, plusieurs personnages sont donc des alter-ego de personnages réels ou de la littérature médiévale. Et il y a un archétype auquel on n'échappe pas dans ce genre d'histoire, c'est le chevalier noir, comme dans Sacré Graal. Et là ça tombe bien parce que le film Chevalier, il est plutôt généreux de ce côté-là puisqu'il nous offre carrément 2 chevaliers noirs pour le prix d'un. Le premier, c'est littéralement le prince noir, dont William gagnera le respect et l'amitié. Ce prince noir, c'est en fait Édouard de Woodstock, le fils du roi d'Angleterre, une figure marquante du début de la guerre de 100 ans, qui aura été un des leaders des succès anglais dans l'ouest de la France au XIVe siècle. L'autre chevalier noir, c'est le méchant du film. Enfin, méchant façon de parler, parce que son personnage est relativement complexe. Cet autre chevalier noir, c'est donc Adhémar d'Anjou. Ici, à l'inverse des personnages précédents, il est totalement inventé. En effet, à l'époque où le film se situe, grosso modo celle de la bataille de Poitiers, soit 1356, oui, il y a eu 2 batailles de Poitiers, là on ne parle pas de celle de Charles Martel. En 1356 donc, le vrai comte d'Anjou s'appelle Louis. C'est le second fils du roi de France, Jean le Bon, qui sera d'ailleurs fait prisonnier lors de cette bataille. Du coup, c'est assez difficile d'imaginer le comte d'Anjou, le fils du roi, qui accepte de se rendre à un tournoi en Angleterre à la fin de l'histoire du film, alors que son père est emprisonné à Bordeaux par les Anglais. Ça serait un peu suicidaire, quoi. Et d'ailleurs, le vrai comte d'Anjou, il sera emprisonné à Londres à partir de 1358, d'abord dans des conditions favorables, puis de plus en plus drastiques avec les échecs successifs des négociations de paix.
Mais bien que fictif, Adhémar est un personnage très intéressant. D'abord parce qu'il est incarné par Rufus Sewell et que ce type est quand même ultra badass. Mais surtout parce qu'il n'est pas un méchant caricatural, méchant pour le plaisir d'être méchant. C'est un puissant aristocrate tout en haut de l'échelle sociale. Il dispose d'un écrasant capital culturel, matériel mais aussi corporel, car c'est un athlète accompli capable de chevaucher toute une journée et de briser lance sur lance contre ses adversaires sans faiblir. Il est froid mais poli, tient son rang et fait preuve de respect envers ceux qu'il reconnaît comme ses égaux. Comme lorsqu'il reconnaît le prince de Galles sous un déguisement et refuse de le mettre en danger lors d'une joute. C'est sa rivalité avec William, meilleur athlète et meilleur cavalier malgré son humble naissance, qui fera naître de la rancœur chez Adhémar, le poussant peu à peu à adopter un comportement inadmissible pour un chevalier. Il va tricher et par là même devenir un vrai méchant, scellant ainsi son destin. La bataille de Poitiers, dont j'ai parlé juste avant, est fondamentale pour comprendre que le personnage n'est pas écrit n'importe comment. La guerre force le comte Adhémar à quitter temporairement le circuit des tournois et à laisser le champ libre à Ulrich, William, qui remporte peu à peu toutes les compétitions. Et j'ai envie de vous dire qu'au-delà de l'astuce d'écriture qui est pratique dans le film, puisqu'elle permet d'effacer de façon temporaire l'antagoniste principal, la situation, en fait, elle est totalement logique du point de vue historique. Adhémar, c'est un noble de haute lignée, comme en témoigne son patronyme, Adhémar d'Anjou. C'est pas Adhémar du coin gauche de l'église, ou Adhémar de la botte du foin, ou Adhémar Yamalabar. Voilà. Je suis désolé pour celle-là, j'ai vraiment été trop loin. Adhémar est clairement éduqué à la pratique des arts martiaux de l'époque, notamment le maniement de la lance à cheval. Il possède des chevaux et de l'équipement militaire, et sans aucun doute le vassal d'un roi ou d'un puissant seigneur, bref, il n'a pas le choix. Il doit faire taire ses passions personnelles pour remplir ses devoirs de vassaux, participer aux guerres et soutenir son seigneur. Le fil rouge de chevalier, ou tout du moins l'un des fils rouges, c'est la joute. Je vous renvoie à mon épisode sur les sports extrêmes dans l'histoire pour en savoir un peu plus. Mais il faut revenir quand même un peu sur ce sport médiéval. En vrai, la joute, c'est quoi ? C'est une activité qui trouve ses origines autour du XIe siècle en France et qui est liée à une nouvelle technique d'arts martiaux équestres, la lance couchée. La particularité de cette technique, c'est que la lance est utilisée, couchée comme son nom l'indique, et non plus levée ou brandie comme on la maniait notamment au Proche-Orient ou au Moyen-Orient. Grâce à une série d'inventions et de transferts technologiques, comme des étriers permettant d'accroître sa stabilité sur une selle, il devient en effet possible à partir de cette époque d'utiliser l'arme non plus dressée ou tenue à bout de bras pour piquer l'adversaire, mais couchée, c'est-à-dire allongée devant soi, la pointe dirigée vers la cible. Le cavalier ne tient plus la lance comme une épée ou une pique, mais il la bloque sous le bras. En faisant corps avec sa monture, il devient une espèce de missile vivant guidé, capable de réaliser une charge dévastatrice qui va tirer parti de la vitesse, de la monture et de la pointe acérée de son arme. Et quand je dis dévastatrice, c'est vraiment pas une image. Bref, si son invention est longtemps attribuée à tort à un certain Geoffroy de Preuilly, un seigneur du centre de la France, la joute est un exercice de cette technique de la lance couchée, mais de manière amicale, enfin autant que possible. Une espèce de sport, même s'il faut faire attention quand même à l'emploi du mot qui peut être un poil anachronique. Alors attention aussi, il faut pas confondre les termes tournoi, joute ou pas d'armes. Sans entrer ici dans des débats de spécialistes, le tournoi c'est grossièrement l'événement dans son ensemble. La joute, c'est spécifiquement le duel équestre avec une lance en utilisant cette technique de la lance couchée. Au sein d'un tournoi, il peut donc y avoir des joutes, mais aussi des combats à pied avec des épées, des haches ou des dagues même parfois, et d'ailleurs, on le voit à un moment donné dans le film. Le but de la joute est simple, même s'il est difficile de voir une seule règle universelle tout au long de l'histoire. Les deux adversaires ont droit à un certain nombre de courses, où ils chevauchent l'un vers l'autre. Pendant la course, chacun essaye de casser des lances sur son adversaire le plus possible. Vu que les deux sont en armure, un vêtement de métal qui dévie les coups, il faut faire preuve d'une grande maîtrise technique, de précision, de stabilité et d'endurance pour parvenir à frapper l'adversaire au bon endroit pour briser la lance, sans être soi-même éjecté de son cheval. Vu que j'arrive à me casser la gueule tout seul quand je marche dans les bois, ce qui, on va l'avouer, arrive relativement peu souvent quand même, c'était pas trop pour moi quoi. Certains tournois dans le Saint-Empire romain germanique attribuent comme dans le film des points selon la zone touchée. En gros, plus on se rapproche de la tête, meilleur est le résultat. Le haut du corps étant une cible noble, mais également la cible la plus haute et la plus difficile à viser. Cependant, l'objectif constant est de briser sa lance sur l'adversaire. Et si en plus on peut assurer le spectacle, c'est encore mieux.
Frapper à la tête est vu comme un coup d'une grande maîtrise, et pour le coup, ça l'est vraiment. Et si le coup de lance retire le home de l'autre jouteur, alors là c'est la gloire assurée, hein. On dit qu'on a déhomé son adversaire. Mais entre nous, on peut aussi dire qu'on l'a défoncé, hein, ça marche très très bien. A l'inverse, tomber au sol est signe de défaite immédiate, puisque la chute elle est publique, vue de tous. Car oui, on ne l'a pas encore rappelé, mais les tournois sont des affaires publiques, des spectacles martiaux destinés aussi bien à être courageux qu'à montrer qu'on est courageux. Par contre, blesser ou tuer le cheval de l'adversaire est aussi un motif de défaite, car la joute n'est pas une boucherie, les compétiteurs n'étant pas censés se comporter comme des sauvages, même s'il y a des accidents réguliers et gravissimes. Dans un des tout premiers épisodes de Nota Bene, j'avais par exemple parlé du roi de France Henri II qui se prend une lance dans l'œil et qui finit par mourir avec moult souffrances. Henri Dess. Dans Chevalier, le réalisateur met d'ailleurs assez bien en scène cette violence des chocs, plusieurs fois, en montrant des chevaliers désarçonnés, éjectés de leur monture ou encore traînés derrière leur cheval. Les lances qui volent en éclats sont aussi amplement utilisées par les accessoiristes du film, qui avaient fourni les cascadeurs en lances de bois légers afin de renforcer cette impression d'extrême violence lors du choc. La joute montée n'est pas le seul sport exercé par William. Dès le début, ses compagnons mentionnent qu'il est imbattable à l'épée. Et ça se vérifie dans l'histoire, puisqu'après sa première défaite contre Adhémar d'Anjou, William remporte avec facilité les épreuves d'épée à pied. Si la discipline est peu abordée dans le long métrage, William considérant qu'elle n'est que secondaire par rapport à la joute équestre, elle est néanmoins un écho à de pratiques réelles. Les combattants ne s'affrontent pas uniquement sur un cheval lors des tournois médiévaux. Le duel à pied avec une épée, une hache ou même une dague, on l'a dit tout à l'heure, est apprécié et pratiqué pendant les tournois médiévaux. À la fin du Moyen-Âge, il y a même des normes qui cadrent et organisent ces rencontres. Quand deux chevaliers s'affrontent de cette manière, on dit notamment qu'ils font usage des 4 pointes. Et ces 4 pointes, eh bien c'est celles de la lance, de l'épée, de la hache et de la dague. Des activités secondaires qui servaient souvent à introduire la joute et son spectacle plutôt bruyant et flamboyant. Souvent, les compétiteurs commençaient par réaliser, en lice, des projections de javelot sur l'adversaire, qui se protégeait avec un bouclier. Ça, c'est pour la première pointe, que l'on appelle en France un pou de lance. S'ensuivait généralement un duel avec une épée, souvent tenu à 2 mains, un affrontement avec une hache d'armes et plus rarement une dernière rencontre avec une dague. Mais ce genre de séquence était rarement complète et plusieurs étapes étaient souvent laissées de côté pour se concentrer sur l'essentiel, la joute. Cette grande variété d'affrontements possibles, elle souligne quand même une chose, c'est la très grande diversité des armes et des équipements utilisés dans la vie chevaleresque. Des épées aux lances, des dagues aux boucliers, des chevaux aux armures, les aristocrates combattants sont des spécialistes dans de nombreux arts martiaux et dans les équipements qui y sont associés. Cette question de l'équipement, c'est d'ailleurs un ressort scénaristique assez important dans Chevalier. Beaucoup de compétiteurs sont tournés en ridicule à cause du poids de leur armure et de la maladresse de leurs gestes. Pâteaux, malhabiles, ils sont là pour mettre William et Adhémar, et le prince Édouard aussi, en valeur puisque ces derniers n'ont aucun problème avec leur équipement. Mais les armures tout au long du film portent clairement les stigmates de la violence des chocs ressentis. Pire, on voit lors du dernier combat entre William et Adhémar que si les armures protègent des lances de joute, elles peuvent aussi être percées par une lance de guerre. Dans la réalité, les armures de joute étaient relativement lourdes. Ça c'est un fait et ce n'est pas un cliché. Souvent, elles sont plus pesantes que les armures de guerre et leur poids moyen, et j'appuie sur le moyen, est d'une 50aine de kilos, ce qui fait quand même beaucoup. Ce point important s'explique principalement par le fait qu'un jouteur n'est pas censé descendre et monter sans cesse de son cheval. C'est vraiment important de noter ça, puisqu'une armure de joute, ça n'est absolument pas une armure du quotidien, ni une armure conçue pour être portée à pied. C'est un vêtement spécialisé, exactement comme les tenues professionnelles très spécifiques, utile dans un milieu donné, mais très encombrant dans tous les autres. Voilà. On va pas aller courir un marathon avec des chaussures de sécurité. Une des caractéristiques visuelles les plus notables de cette armure, c'est qu'elle est dissymétrique, c'est-à-dire que les pièces ne sont pas les mêmes à gauche et à droite du corps, parce que la joute est une activité latéralisée. En gros, les chocs et les risques de blessure sont beaucoup plus élevés du côté gauche. Et c'est normal vu que c'est le côté où les jouteurs se croisent. Les armures sont donc renforcées de ce côté. Pour l'illustrer, rien de plus clair que la rondelle, cette pièce d'armure circulaire située sous l'épaule qui apporte une protection supplémentaire à l'aisselle et au dessous du bras gauche. Et si vous aviez le choix entre une rondelle ou un pchit de axe pour protéger vos aisselles, que choisiriez-vous ? Laissez-nous un commentaire sous cette vidéo, c'est une information très importante. Reprenons. S'il fallait citer la partie la plus impressionnante de l'équipement d'un jouteur, c'est le home qu'il faudrait mentionner. Ce casque est une véritable cible, qui va recevoir une grande partie des chocs.
Au début du film, William en fait les frais puisque son aume est enfoncé par un coup de lance. Comme il usurpe l'identité de son maître décédé, cela lui fournit une très bonne excuse pour ne pas l'enlever, et je ne serais pas étonné que ce genre d'accident soit vraiment arrivé dans la vraie vie à cette époque. Dans la réalité, tout comme l'armure, les aumes étaient spécifiques à la pratique de la joute. Une pièce tardive du XVIe siècle, qui est aujourd'hui conservée au musée de l'Escorial à Madrid, illustre très bien ce type d'objet. C'est un aume qui a été attribué à Charles Quint, et qui provient d'une de ses armures de joute, qui pèse environ 7 kg, ce qui est à peu près le poids moyen d'un bon gros pack d'eau avec des bouteilles pleines. Donc bonjour l'état de la nuque si tu le portais toute la semaine. Sur ce casque de Charles Quint, toute la partie située à l'arrière du aume est richement décorée. Mais la partie avant, qui encaisse les chocs, n'est pas du tout dans le même style. Les spécialistes qui se sont penchés sur l'objet ont mesuré une épaisseur de 3 cm d'acier. Et 3 cm d'acier pour un équipement individuel, c'est absolument énorme. Et cette épaisseur, elle est d'ailleurs totalement justifiée, puisque la violence du choc, elle est inimaginable pour la plupart d'entre nous. S'il fallait faire une comparaison, on pourrait dire sans hésiter que l'énergie développée par la lance d'un cavalier en armure, elle est équivalente à celle d'une arme de guerre moderne. Si on a utilisé des lanciers jusqu'au 19e et 20e siècle, c'est pas pour faire joli. Enfin, si, en partie, mais pas seulement. Clairement, un chevalier en armure avec un cheval de 600 kg chargeant à 25 km/h qui touche une cible sans armure avec sa lance doit en gros faire le même effet qu'une des scènes les plus gore de Il faut sauver le soldat Ryan, ou de celle d'un chevreuil qui se serait égaré sur une voie de TGV, si vous voyez ce que je veux dire. C'est entre autres pour ça que l'on peut être un peu sceptique quand Kate, la forgeronne rencontrée par William et sa bande au cours de leur première compétition, offre une solution au jeune chevalier pour surpasser ses adversaires. Une armure plus légère et maniable, possédant la même résistance que celle très épaisse. Rappelez-vous un peu l'explosion du chevreuil. Ici encore, Chevalier joue sur le contraste entre ancien et moderne, comme pour sa musique ou ses dialogues. Là où bon nombre de jouteurs utilisent des armures qui sont plutôt lourdes et inesthétiques, William c'est le seul à accepter de prendre un risque, une armure plus légère, moins hermétique et surtout fabriquée par une femme. Alors si là on n'est pas dans des thématiques modernes... Et comme tout au long du film, le choix s'avère être le bon. L'armure le protège autant que les autres, sinon plus, sa légèreté lui permet d'être encore plus habile avec son arme, et Kate s'avère être une amie fidèle tout au long du récit, qui l'accompagne jusqu'à sa victoire, où non seulement il défonce le méchant, mais en plus, il pécho la meuf de ses rêves et devient noble. Qu'est-ce que je l'adore ce film, et vous savez quoi? Après vous en avoir parlé, moi je l'aime encore plus. Parce que Chevalier, au premier regard, c'est un film d'aventure et de comédie, avec parfois des blagues potaches qui, moi perso, me font rire. Mais quand on gratte un peu la surface, c'est surtout une œuvre qui permet d'aborder le Moyen-Âge, comme pas beaucoup de films l'ont fait. C'est pas un film documentaire, ça on est bien d'accord là-dessus, il peut même être un poil naïf comme son héros, mais c'est un film beaucoup plus médiéval qu'il n'y paraît, et il prend place dans une période bien définie, à savoir la guerre de 100 ans, dans un cadre où la chevalerie vit une crise, celle de sa propre utilité sociale et militaire. Le récit en lui-même, il respecte bon nombre de codes de la narration médiévale, transposant même plusieurs personnages historiques à l'intérieur de son intrigue, présentant avec clarté les rapports sociaux qui sont parfois extrêmement durs, de la féodalité et de son contrôle absolu par l'aristocratie guerrière. Le film, il nous en dit en fait beaucoup plus sur les mentalités médiévales qu'on pourrait le penser, à travers ce qui est finalement un conte qui met en valeur le rôle de la chevalerie dans la société. Des experts martiaux, des protecteurs généreux, et à travers le héros, une ascension sociale comme on en voit trop peu dans la vraie vie. Alors attention, c'est pas un film historique, mais il aurait très bien pu être écrit par un auteur médiéval sans aucun souci. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, et surtout un grand merci au docteur Pierre-Alexandre Chaise, spécialiste du combat médiéval, pour avoir travaillé sur cet épisode à mes côtés. Je vous mets en description son compte Twitter, il fait régulièrement des jolis pavés qui se lisent très très bien sur les armes et le combat médiéval, mais aussi parfois sur d'autres trucs très intéressants. Et ça fait très longtemps que je voulais faire cet épisode-là. J'avais pas pris le temps de vérifier avant ce que mes camarades avaient fait sur le sujet. Et une fois le script écrit, je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres vidéastes qui avaient abordé le sujet comme Histoire appliquée, que j'avais déjà présenté sur la chaîne. Donc du coup j'en profite, je vous mets sa vidéo sur le film Chevalier en description si vous voulez la voir et avoir un autre son de cloche. Il y a des similitudes, mais honnêtement on parle pas non plus exactement de la même chose. Et c'est ce qui est plutôt rigolo et enrichissant, parce qu'au final, ces deux vidéos, elles se complètent plutôt bien. A très bientôt pour un nouvel épisode de Nota Bene. Salut!